Alors on le voit bien, hein, l'environnement reste très incertain en bourse à la suite de la dissolution, même du résultat des élections législatives anticipées. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Il y a des précautions à prendre pour son portefeuille afin d'éviter les mauvaises surprises pendant ces petites vacances. Oui David, et en plus l'été 2024 s'annonce particulièrement agité comme vous l'avez rappelé. Les turbulences, on l'a vu, hein, elles ont commencé dès le 10 juin au lendemain de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, après les européennes. 9 juin. Et en plus, en général, l'été en bourse, c'est rarement tranquille. C'est souvent une période qui peut susciter des décrochages. Un tout petit rappel, l'invasion du Koweït par l'Irak, c'était en 90, la crise financière en Russie en 98, l'éclatement d'un bulle immobilière aux États-Unis en 2007, ou la débâcle de Lehman Brothers en 2008, c'était en septembre, la crise de la dette en Grèce en 2011, toujours des événements qui ont lieu plutôt pendant la période estivale. Là, concrètement, on l'a vu, bon, nous, en France, en tout cas, on a une menace de France ingouvernable, un risque sur la dette française. Il y a quand même toujours le ralentissement économique, des tensions géopolitiques, la guerre en Ukraine qui continue. Et donc, à elle seule, en fait, la situation politique française, elle a en plus déclenché un regain de volatilité en bourse. Donc, ça exige donc une surveillance un peu des placements pendant les vacances, ce qui était déjà le cas, je veux dire, dans le cadre général, parce que bon, l'été, c'est propice au relâchement. Sauf qu'il ne faut pas baisser les gardes. Pourquoi? Parce que la bourse, elle ne prend jamais de vacances, David. Alors comment on fait pour éviter les mauvaises surprises cet été? Alors, David, dans le contexte actuel, moi je recommanderais d'abord d'augmenter et de rémunérer ses liquidités, hein, parce qu'elles rapportent à nouveau. Bon, déjà, ça fait des réserves qui ne sont pas exposées aux éventuelles secousses boursières, puis vous pourrez toujours réinvestir après. Alors, il y a la panoplie classique, hein, l'épargne réglementée, le livret A, le livret de développement durable et solitaire. Ça fait déjà un socle de 34 950 € avec ces deux livrets, une rémunération annuelle certes qui n'est que de 3%, mais c'est du 3% net de toute taxation. Et puis on est quand même avec une inflation là qui est revenue à 2,1% en France selon l'INSEE à fin juin. Donc maintenant ça commence, on va dire, ça redevient rémunérateur. Vous pouvez multiplier ça par le nombre de personnes dans le foyer, hein, et après vous pouvez regonfler les livrets bancaires. Alors là il n'y a pas de miracle, mais en tout cas on peut arriver à trouver des offres qui sont proches de 3%, bon, mais qui par contre sont fiscalisées. Dans le cas général ça va être 30%. Et à horizon d'un an, il y a encore les réserves monétaires, hein, parce qu'elles se tiennent. Elles vont sans doute baisser progressivement, mais là aussi, on tourne autour de 3% brut. Là aussi, il y a une taxation. Et enfin, alors pour ceux qui sont vraiment investis, dans les PEA, il peut y avoir des monétaires PEA. Il faut que le teneur de compte en propose. Là, on est plutôt autour de 1,5%, mais c'est plutôt, on va dire, c'est une position d'attente, comme peut l'être effectivement le fonds euro de l'assurance vie, à condition de négocier le zéro frais d'entrée. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On augmente, effectivement, c'est les liquidités qui sont rémunérées. Après, j'ai envie de dire, prendre ses bénéfices, mais en même temps, sur le CAC 40, on n'en a plus. Éventuellement, si on investit, je ne sais pas, sur les US. C'est ça, alors voilà, je vous le dirai quand même parce qu'il ne faut pas oublier, David, que les marchés d'actions, en fait, ils ont, aux États-Unis notamment, très bien progressé. Hein, on est à des plus hauts historiques aux États-Unis. Donc sur l'autre partie du portefeuille, on va dire, la partie internationale, on peut effectivement prendre des plus-values partielles. En France, il en reste quand même, hein, sur certaines grandes valeurs. On a beaucoup perdu, effectivement, depuis le 10 juin, mais il reste quand même certaines valeurs en progression. Alors là, on peut quand même le faire. Hein, la règle générale, c'est que on se fixe une règle. Par exemple, on dit 20% de gains, je fais des prises partielles de bénéfices. Comme ça, on matérialise les plus-values. Puis, on ne coupe pas forcément la position si jamais elle repart. Voilà. Il y a aussi une autre approche, c'est de penser aux ordres à court limité pour partir en vacances. Hein, c'est-à-dire que acheter et vendre, on fait toujours à court limité. Hein, donc, on a un prix plafond à l'achat, un prix plancher à la vente. Comme ça, s'il y a un excès de baisse, par exemple, sur des valeurs prometteuses, du coup, on peut le mettre à profit. Et puis, si on souhaite écrémer une ligne, par exemple, on peut effectivement matérialiser là aussi sa plus-value. Alors simplement, un petit rappel, c'est que ces ordres à court limité, ils sont à révocation, hein, c'est-à-dire qu'ils vont courir jusqu'à l'échéance que vous aurez fixée. Hein, donc c'est fin de semaine, fin de mois, fin d'année, quand on veut, pour ce qui est au comptant, ou alors à la liquidation pour le règlement différé. Mais en tout cas, voilà, ça il faut simplement le fixer. Il faut savoir qu'il y a une date butoir à fixer soi-même pour pas se le garder indéfiniment. Voilà. Laurent, après c'est compliqué d'échapper aux baisses de marché. Hein.
Oui, en fait, David, on va pas se mentir. Hein, ce qu'on peut, c'est se couvrir pour le mauvais temps et essayer d'avoir. Mais bon, vraiment une forte baisse, là, ça paraît difficile, à part être à 100% en cash, d'y échapper. Alors, en revanche, ce qu'on disait aussi, c'est qu'on peut aussi faire des ordres à seuil de déclenchement, ce qu'on appelait les ordres stop. Hein, c'est-à-dire que vous prémunissez contre un retournement de tendance. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une action qui est à 100, vous passez un ordre de vente à 90, donc comme ça, vous profitez éventuellement de la tendance. Alors simplement, faut faire attention, c'est-à-dire que si l'action chute fortement, elle casse les 90 € à la baisse, le risque c'est que votre ordre va se transformer en ordre de vente à tout prix, sans aucune limite, et il peut passer, si c'est très violent, il va passer beaucoup plus bas. Bon. Là aussi, il y a aussi les produits dérivés. On peut effectivement limiter les pertes. Ça va être que sur une partie du portefeuille. Donc là aussi, c'est plus des instruments de protection du portefeuille. Dans certains cas, ça peut être intéressant puisque on garde ses positions, on touche toujours les dividendes des actions, mais on couvre une partie du portefeuille en jouant la baisse. Et il faut pas oublier d'ailleurs non plus, David, qu'on peut aussi là-dessus, il n'y a pas seulement vendre, on peut aussi acheter après la baisse, hein, en vue d'un rebond ultérieur. On sait bien qu'on le fait toujours au mauvais moment, on le fait toujours soit trop tôt, soit trop tard, mais en tout cas, on peut essayer d'optimiser ses points d'entrée. Hein. On a vu en fait, par exemple, là aussi pour reprendre un petit peu de recul, après la crise de 2008, on avait vu en fait que finalement, si on regarde sur le long terme, la période 2009-2019 pour simplifier, et il y a eu beaucoup de chocs en fait dans cette période, mais et avec des forts replis. Mais au final, en fait, la bourse a monté. Donc c'est pareil, on a des points de chute qui peuvent être très ponctuels, et en fait, c'est judicieux en fait d'entrer en bourse à ce moment-là. Bon, dernier conseil, vous allez me dire suivre d'un petit œil distrait ce qui se passe dans l'actu quand même, non? Oui, c'est ça. Alors, quelques règles générales quand même à garder présent à l'esprit. Hein. Bien sûr, toujours diversifier aussi. Hein. On en parlait à l'instant, c'est pas que des actions françaises, il faut avoir des actions américaines, des actions internationales, parce que là aussi, il y a effectivement des poches intéressantes à avoir sur des secteurs, des pays thématiques qui donc rapportent beaucoup plus que ne le fait actuellement la bourse française, par exemple. Puis bon, bien sûr, tout ce qui est hors bourse, hein, il faut être diversifié. Suivre l'actualité, oui, parce que bon, malheureusement, il faut garder le contact. C'est un peu l'inconvénient, on va dire, dans ce type de sport qui est l'investissement en bourse, parce que en plus, la période estivale, en fait, de mi-juillet à mi-août, vous avez ce qu'on appelle les publications de résultats des sociétés du premier semestre. Et là, il faut suivre parce que souvent, les révisions en baisse sont très sanctionnées. Voilà. Bon, conclusion. Bon, en conclusion, soyons francs, David, on n'échappe quand même pas à la baisse. Hein. La bourse, ça reste un investissement risqué, mais on peut limiter les dégâts en prenant quelques précautions qui, en tout cas, éviteront, on va dire, de devoir quitter la plage précipitamment. Par mauvais temps boursier. Merci beaucoup et conseil signé Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Salut Laurent. Merci David.